ils restèrent. Et ils parlèrent davantage, de choses plus petites, de la façon dont la rivière claire se remplissait et devenait rapide après une pluie comme celle-ci, et dont le bruit qu'elle faisait arrivait jusqu'à la cour quand le vent était bon, de la différence entre la laine des brebis plus jeunes et des plus âgées, du type d'herbe qui poussait le mieux dans cette région du Causse, des choses sans importance apparente. Mais chacune d'elles était une brique posée avec soin sur la précédente, et quand la pluie s'arrêta complètement et que tous deux sortirent de sous l'abri pour retourner à leur travail, il y avait quelque chose de construit là qui n'existait pas avant l'arrivée de la pluie. Toby les vit revenir dans la cour séparément, chacun de son côté, avec la distance entre eux qui était adéquate et que tous deux avaient calculée sans se concerter. Il enleva son chapeau de paille rapiécé, se gratta la tête avec la satisfaction de quelqu'un qui voit un nœud se défaire lentement, et s'éloigna en sifflotant sous son nez quelque chose qui n'était pas du tout de la musique. Les jours passèrent avec ce rythme double qu'impose la tonte, la moitié du temps pressé et plein de décisions, l'autre moitié plus lente quand le travail d'un secteur attendait celui de l'autre. Louise s'intégra si naturellement au fonctionnement du domaine que les travailleuses des autres fermes, qui ne la connaissaient pas, allèrent jusqu'à demander à Géraldine si elle était d'ici. Géraldine, avec le plaisir de quelqu'un qui détient une information exclusive, répondait que non, qu'elle était arrivée depuis un peu plus de 2 semaines, mais qu'elle semblait déjà faire partie de l'endroit d'une manière qui n'avait pas d'explication simple. Il y avait une petite vérité dans cette observation qui était réelle sans être exagérée. Non pas que Louise se fût approprié l'espace en aucune façon. C'était plutôt la manière dont elle s'emboîtait dans les routines, sans créer de friction, savait presque toujours quoi faire sans avoir besoin qu'on le lui dise, avait cette compétence qui n'attirait pas l'attention sur elle-même, mais que le fonctionnement de la ferme ressentait lorsqu'elle n'était pas présente. Alphonse l'avait remarqué de la même manière que l'on remarque l'équilibre d'un lieu lorsqu'il est bien ajusté et que l'on remarque le manque lorsqu'il est de travers. Il y avait des nuits où il passait par la véranda arrière et la mélodie était là. Cette mélodie sans nom et sans parole qui avait commencé à exister pour lui de la même manière qu'elle existait pour elle, comme faisant partie de l'air de la fin du jour. Et il y avait des nuits où le silence régnait et la différence était perceptible d'une manière qu'il ne s'autorisait pas à examiner trop en détail. Ce fut l'une de ces nuits silencieuses, alors que la mélodie n'y était pas, qu'il s'arrêta à l'extérieur de la véranda et resta à regarder le banc vide dans l'obscurité pendant une seconde de plus que nécessaire pour vérifier ce qu'il y avait là. Ensuite, il tourna le dos et s'éloigna plus vite qu'il n'était arrivé, comme s'il fuyait une pensée qui avait déjà commencé avant qu'il n'ait donné sa permission. Il ne savait pas que Louise était partie plus tôt ce soir-là, parce qu'elle avait reçu une information qui l'avait troublée d'une façon qui nécessitait 4 murs pour être assimilée. L'information était venue de la bouche de Géraldine, avec cette ponctualité spécifique des nouvelles qui trouve la bonne personne au moment exact, et c'était la suivante. Que dans quelques jours viendrait au domaine Madame Édith Delorme, la belle-sœur du patron, sœur de la défunte Marie-Estelle, femme d'influence dans la région, et que Madame Édith amenait avec elle une jeune femme nommée Isabelle Perrier, fille de fermier bien placé, que la belle-sœur était déterminée à présenter au patron avec l'intention claire d'un mariage, et que l'affaire était prise au sérieux par toute la famille Delorme. Louise avait écouté cette information, avait dit à Géraldine qu'elle allait bien et était allée dans sa chambre. Et assise sur le bord du lit dans la petite chambre, avec la fenêtre ouverte sur l'arrière-cour, et le vieux figuier projetant son ombre épaisse même dans le noir, elle resta à essayer de comprendre pourquoi cette nouvelle l'avait frappée comme elle l'avait fait, comme son problème à elle, comme une chose qui l'affectait d'une manière qui semblait disproportionnée par rapport à ce que c'était, c'est-à-dire simplement une information sur la vie d'un homme qui était son patron et rien de plus. Elle resta sur le bord du lit pendant un long moment, et ce qui fut sa dernière pensée avant que le sommeil n'arrive fut un avertissement qu'elle s'était déjà donné d'autrefois. « Tu n'as pas le droit de ressentir ce que tu ressens, Louise. Tu es ici de passage.
comme tu as toujours été de passage en tout. Mais parfois, c'est exactement quand on se dit cela à soi-même que le cœur, avec tout l'entêtement de celui qu'on n'a pas consulté au bon moment, décide que non, que cette fois, non. Ce fut le lendemain que Toby dit à Louise, au passage, de manière presque désinvolte, que Madame Edith arrivait après-demain, et il ajouta, avec cette voix de quelqu'un qui raconte et qui en même temps avertit que Madame Edith était une bonne personne au fond, qu'elle aimait sincèrement son beau-frère, mais qu'elle avait des opinions fermes sur ce qui était juste pour la vie de celui-ci, et que ces opinions ne coïncidaient pas toujours avec ce qu'Alphonse lui-même voulait ou pensait vouloir. Louise demanda si Alphonse savait qu'elle venait. Toby dit qu'il le savait, que c'était lui-même qui avait répondu à la lettre de confirmation. Louise demanda s'il avait invité la visite. Le vieil ouvrier resta silencieux pendant une seconde d'un silence qui équivalait à une réponse de grand poids. Puis il dit qu'Alphonse n'invitait pas et ne renvoyait pas, qu'il recevait simplement, parce qu'il était le genre d'homme qui préférait ne pas avoir de conflit avec celle qui avait aimé sa femme plutôt que de prendre parti. Même quand le parti devait être pris, Louise garda cela en elle. À la fin de la journée, lorsqu'elle se rendit sur la véranda arrière, la mélodie qui sortit d'elle fut différente des précédentes. Elle avait plus de poids, plus de lenteur, les notes s'étiraient et n'étaient pas pressées de se résoudre d'un côté ou de l'autre. C'était la mélodie de quelqu'un qui pense à quelque chose qu'il n'a pas encore fini de comprendre, mais à propos duquel il ne parvient plus à faire semblant de ne pas penser. De l'autre côté de la clôture, à une quinzaine de mètres dans l'obscurité du causse, Alphonse Beaumont s'arrêta au milieu de sa ronde nocturne et écouta. Il resta plus longtemps que n'importe quelle autre nuit. Et quand il repartit finalement, ce fut plus lentement que d'habitude, avec les chiens autour de lui et l'immense ciel au-dessus, les yeux tournés vers l'avant mais la pensée tournée vers un endroit qu'il n'était pas encore prêt à nommer avec précision, mais qui était là, réel et insistant, comme une porte à laquelle quelqu'un avait frappé et qui ne redevient plus jamais silence par la suite. Madame Edith Delorme arriva un jeudi matin dans une belle voiture de louage, tirée par 2 chevaux pommelés, avec Isabelle Perrier à ses côtés et une jeune fille qui servait de dame de compagnie. C'était une femme d'une 50aine d'années, grande, dont la présence occupait l'espace avec le naturel de quelqu'un qui n'a jamais appris à se faire petit et qui n'en a jamais eu besoin. Elle avait les cheveux blancs attachés avec sévérité, des vêtements de qualité mais sans ostentation inutile, et un regard qui évaluait tout autour d'elle avec l'efficacité rapide de quelqu'un qui administre beaucoup de choses et n'a pas de temps à perdre avec la superficialité. Isabelle Perrier avait 26 ans et était objectivement une belle jeune femme. Grande, avec des traits réguliers et quelque chose de gracieux au naturel, des cheveux couleur caramel attachés en une longue tresse, des manières polies qui n'étaient pas affectées mais qui étaient clairement le résultat d'une éducation différente. Elle descendit de la voiture avec une légèreté que Louise, observant depuis la cour, avec un ballot de laine à la main, reconnut immédiatement comme la légèreté de quelqu'un qui n'a jamais eu besoin d'économiser son énergie pour les jours suivants. Alphonse alla recevoir les visiteurs avec la juste cordialité de celui qui accomplit ce qu'on attend de lui. Il serra Edith dans ses bras avec une affection qui était réelle, car il y avait là une affection réelle. La belle-sœur de sa femme morte était un lien avec la vie qu'il avait eue, et il n'était pas assez ingrat pour ne pas le reconnaître. Il salua Isabelle avec une politesse bienveillante, et avec l'efficacité de quelqu'un qui préfère le travail aux visites, il appela un des ouvriers pour porter les valises et demanda à Toby de veiller à l'installation des hôtes. Louise retourna à son travail, mais quand, plus tard dans cette même matinée, elle traversa la cour et vit Madame Edith debout sur la véranda principale, observant l'activité du domaine avec ce regard qui répertoriait tout, et qu'elle sentit le regard de la femme se poser sur elle pendant une seconde, avec la qualité spécifique de quelqu'un qui établit des catégories et attribue des places, elle ressentit quelque chose qui n'était pas exactement de la peur,
C'était quelque chose de plus vieux que la peur. C'était la reconnaissance de quelqu'un qui a déjà été évalué de cette manière auparavant et qui sait ce qui a l'habitude de venir ensuite. Dans les jours qui suivirent l'arrivée d'Edith, le domaine changea de température sans que personne de la rivière Claire. Il y avait une petite épicerie qui sentait le pétrole et le pain d'épices, une petite chapelle en pierre de taille avec un toit en lauze rénové chaque année avant les pluies de novembre. Une école qui fonctionnait 3 jours par semaine, avec une institutrice qui venait de Milo à cheval, et une quinzaine de propriétés dispersées sur les collines et les vallées, chacune avec son histoire, ses coutumes, ses secrets de cour. Le domaine de Bonne-Espérance était le plus grand d'entre eux, situé du côté nord de la région où les pâturages étaient plus vastes et où l'eau du ruisseau affluent de la rivière Claire coulait toute l'année sans jamais se tarir. Le nom avait été choisi par le grand-père d'Alphonse, un homme du Nord qui était arrivé sur ces terres avec plus de foi que d'argent et avait prospéré à force de travail acharné et d'entêtement productif. Le nom était resté, avait traversé les générations et avait acquis au fil des ans cette qualité que seuls les noms anciens ont, celle de faire partie du lieu lui-même, indiscernable de la terre et de l'air environnant. Louise aperçut le domaine de loin, du haut d'une petite pente que le chemin gravissait avant de descendre vers la vallée. Ce furent les brebis qu'elle vit en premier, pas la maison. Un grand troupeau, impossible à compter à cette distance, blanches et tachetées, se déplaçant dans le pâturage avec cette lenteur collective et hypnotique que les troupeaux ont lorsqu'ils sont satisfaits, lorsque l'herbe est bonne, que le soleil ne brûle pas trop, et qu'il n'y a rien pour perturber la paix du jour. Il y avait quelque chose d'apaisant dans cette vision, une harmonie de choses qui étaient là où elles devaient être, faisant ce qu'elles devaient faire. Louise s'arrêta en haut de la pente, le baluchon toujours sur l'épaule, et resta un moment juste à regarder. Le pâturage descendait jaune-vert jusqu'au bord d'un petit ruisseau qui brillait là où le soleil frappait. Sur le côté gauche, les enclos en bois sombre. Plus loin, la maison principale, aux murs blanchis à la chaux et au toit de tuiles, avec une longue véranda orientée vers le couchant. Et dispersés dans la cour et les enclos, les hommes au travail, petits au loin, se déplaçant avec l'efficacité tranquille de ceux qui connaissent chaque parcelle de ce qu'ils font. Elle descendit la pente. Le premier homme qui l'aborda au portail d'entrée fut Toby, 60 ans qui en paraissait d'à 80 sur sa peau tannée par le soleil des plateaux, mais qui sonnait comme 40 dans sa voix et sa façon de parler. Toby Mercier était le plus ancien ouvrier du domaine de Bonne-Espérance. Il était arrivé là quand le père d'Alphonse était encore en vie et s'était intégré à la propriété avec le naturel silencieux d'un arbre qui prend racine au bon endroit et ne repart plus jamais. Il était petit, tordu par tant de travail, portait un chapeau de paille plus rapiécé qu'original, et regardait tous ceux qui arrivaient avec une sorte d'évaluation tranquille, qui n'était pas de l'hostilité, mais qui n'était pas non plus de la hâte à faire confiance. Toby avait vu beaucoup de gens arriver dans ce domaine, et avait développé, au fil des décennies d'observation, une habileté presque surnaturelle pour distinguer ceux qui étaient de passage de ceux qui portaient en eux la qualité de ceux qui restaient. Toby la vit venir par le chemin et attendit, sans hâte, appuyé sur la barrière, avec les bras croisés sur le poteau. Quand Louise fut assez près, il enleva son chapeau et demanda ce qu'elle voulait. Louise répondit avec l'objectivité de quelqu'un qui n'a pas de temps à perdre, qu'elle avait entendu dire que le domaine avait besoin de monde pour la tonte. Toby la regarda de haut en bas, sans malice, mais avec le regard de quelqu'un qui dresse l'inventaire d'une situation avec soin. Il lui demanda où elle avait travaillé auparavant. Elle énuméra Rodez, Milo, Mende, Saint-Flour, Marvejols. Toby reconnut certains des noms, ce qui en soi était une forme de référence. Il lui demanda si elle s'y connaissait en brebis. Elle répondit qu'elle s'y connaissait en élevage en général, qu'elle avait travaillé avec des brebis, oui, mais plus avec du bétail, avec l'élevage de basse-cour et avec la terre, et qu'elle apprenait vite ce qu'elle devait apprendre. Toby resta silencieux pendant exactement 3 secondes, ce qui chez lui équivalait à une réflexion profonde,
de bien plus de temps. Puis il dit qu'elle pouvait entrer et attendre, qu'il allait appeler le patron. Louise entra dans la cour. Elle posa son baluchon par terre, près d'une clôture en fil de fer, et resta debout, regardant autour d'elle avec l'attention discrète de quelqu'un qui évalue un endroit sans vouloir donner l'impression de l'évaluer. Le domaine avait l'odeur de toutes les fermes qu'elle avait connues, du fumier de brebis mélangé à de la poussière, le cuir des harnais, le bois de la cuisine, et sous tout cela, une note d'herbe fraîchement coupée qui était presque douce, le genre d'odeur qui est à la fois simple et profonde. Les chiens de la propriété vinrent flairer ses pieds. Elle resta immobile, les laissa faire sans aucune anxiété, et quand l'un des chiens leva le museau vers elle avec cette expression interrogative que les chiens ont quand ils décident si une personne mérite ou non le bénéfice du doute, elle baissa la main doucement, très doucement, et le gratta derrière l'oreille avec ses doigts. Le chien ferma les yeux de satisfaction. Toby, qui s'était arrêté à une quinzaine de pas de là, feignant de vérifier quelque chose, plissa les yeux avec quelque chose qui pouvait très bien être de l'approbation. Alphonse Beaumont arriva du côté de l'enclos avec le pas de quelqu'un qui a une journée bien remplie et qui termine mentalement une tâche avant de commencer la suivante. Louise le vit avant qu'il ne la voie, car il arrivait la tête légèrement baissée, les yeux rivés au sol, les pensées encore à ce qu'il venait de quitter. C'était un homme grand, les épaules larges de quelqu'un qui a travaillé toute sa vie avec son propre corps. La peau brune brûlée par le soleil, avec cette couleur que le soleil du sud donne aux gens après des décennies d'exposition, pas seulement bronzés, mais hâlés d'une manière permanente qui mélangeait toutes les saisons en un seul ton. Il avait les cheveux sombres, avec quelques fils blancs naissant sur les tempes, de grandes mains aux doigts marqués par le genre de travail qui n'épargne pas les articulations, et une expression que Louise ne sut pas nommer immédiatement mais qu'elle reconnut de quelque part qui était plus à l'intérieur que dans sa mémoire. C'était l'expression de quelqu'un qui avait été très heureuse une fois, qui savait ce qu'était le bonheur, et qui avait appris à vivre avec le suffisant après que le bonheur fut parti. Une sorte de retenue, pas de la tristesse exactement, pas de l'amertume, plutôt comme lorsqu'une fenêtre qui avait l'habitude d'être grande ouverte reste maintenant entr'ouverte. La lumière entre toujours, l'air passe toujours, mais il y a une distance calculée entre l'intérieur et l'extérieur qui n'était pas là avant. Toby prononça son nom avec ce naturel de quelqu'un qui présente l'évidence et désigna Louise du menton. Alphonse leva les yeux, s'arrêta et la regarda avec cette attention directe de quelqu'un qui a l'habitude d'évaluer les situations avec rapidité. Il lui demanda où elle avait travaillé auparavant. Elle énuméra de nouveau, brièvement. Il lui demanda si elle s'y connaissait en laine. Elle dit qu'elle avait assisté à suffisamment de tontes pour connaître le processus, mais qu'elle n'était pas tondeuse de profession et qu'elle était disposée à faire le travail qui serait nécessaire sur la propriété pendant la saison, dans l'enclos, dans la cuisine, dans le tri, selon ce qu'il jugerait le mieux. Alphonse resta à la regarder pendant un moment qui était une seconde de plus que nécessaire pour une évaluation purement pratique, le genre de pause que les gens font quand ils pensent vraiment, au lieu de simplement traiter ce qu'ils ont entendu. Puis, il dit qu'elle pouvait rester, que la paie était de tant de francs par mois, que la chambre pour les travailleuses temporaires était à l'arrière de la vieille maison, que le dîner était à 6 heures, et que le lendemain matin tôt, elle parlerait avec Toby pour savoir ce qu'elle allait faire. Il tourna les talons et retourna vers l'enclos sans plus de cérémonie. Toby regarda Louise avec un sourire discret, comme pour dire que c'était toujours ainsi avec lui et qu'on s'y habituait. Louise ramassa son baluchon par terre sans faire de commentaire et suivit le vieil ouvrier pour découvrir la chambre. La chambre était petite, avec des murs en pierre blanchis à la chaux qui conservaient la fraîcheur les jours de chaleur, avec une fenêtre en bois qui s'ouvrait sur la cour arrière. Il y avait un lit de latte avec un matelas de paille, une planche clouée au mur faisant office d'étagère et un crochet en fer derrière la porte. Louise posa son baluchon sur le lit, ouvrit la petite fenêtre en bois et resta un moment à regarder la cour arrière où un vieux figuier
faisait une ombre épaisse et généreuse sur la terre. Le soleil descendait vers les montagnes. L'air avait cette qualité spécifique de la fin d'après-midi, sur les causses, une odeur légèrement douce qui venait des fleurs d'une plante qu'elle n'identifia pas immédiatement. Une lumière qui devenait jaune, puis orange, avant de tourner au rose qui précède l'obscurité, et la sensation que le jour exhalait son dernier souffle avant de céder sa place à la nuit. Louise enleva ses souliers, s'assit sur le bord du lit et écouta les sons de la ferme s'apaisant pour la fin de la journée. Le bêlement lointain d'une brebis en appelant une autre, quelqu'un frappant un morceau de bois sur la porte de l'enclos. La voix grave de Toby appelant quelqu'un qu'elle ne connaissait pas encore. Et en dessous de tout, le son du vent sur le plateau qui était différent du vent en ville, plus propre, plus honnête, sans rien pour l'arrêter avant d'arriver. Elle n'avait pas d'attente pour cet endroit. Elle n'avait jamais d'attente. C'était la façon dont elle avait appris à se protéger au fil des années. Ne rien anticiper, arriver assez vide pour s'adapter à ce que l'endroit avait à offrir, sans être frustrée parce qu'il n'y était pas. C'était une sagesse pratique avec une pointe de mélancolie. La sagesse de quelqu'un qui a appris que le monde n'a pas l'habitude de préparer quoi que ce soit de spécial pour ceux qui n'ont ni un grand nom ni d'argent en poche. Louise le savait. Elle l'acceptait. Et elle faisait la paix avec cela chaque jour avant de s'endormir et recommençait chaque matin avec la même détermination tranquille. Elle ne savait pas, en cet après-midi de mars 1931, que pour la dernière fois de sa vie, elle arrivait quelque part avec ce vide. Les premiers jours au domaine de Bonne-Espérance furent faits de travail assidu et d'observation silencieuse, les deux choses que Louise faisait mieux que quiconque. Toby l'a mis à contribution pour préparer les enclos pour la tonte, qui commencerait dans 2 semaines. Il y avait beaucoup à faire avant cela, le nettoyage des étables qui s'étaient accumulées pendant l'hiver, la réparation des clôtures que le temps avait relâchées, la séparation des animaux par catégorie de laine, la préparation des cisailles et des instruments qui nécessitaient d'être aiguisés et révisés. Louise entra dans ce travail avec cette efficacité tranquille qui était sa signature, sans exhibitionnisme, sans fausse hâte, faisant simplement ce qui devait être fait dans l'ordre qui avait le plus de sens. Les autres travailleuses temporaires, 3 femmes des fermes voisines qui venaient chaque année pour la même saison, l'acceptèrent avec la réserve habituelle de ceux qui sont encore en train de faire connaissance, sans hostilité, mais aussi sans intimité immédiate. Louise apprit leurs noms rapidement, les traita avec un respect simple et laissa le temps faire son œuvre de rapprochement. Géraldine était la plus bavarde des 3, une femme de mi-lot d'une 40aine d'années, avec les cheveux toujours couverts par un foulard fleuri et une tendance naturelle à combler les silences avec des histoires de ce qui s'était passé dans la région depuis la dernière saison. Les 2 autres, Marguerite et Blanche, étaient des sœurs d'une ferme du sud de la région, semblables dans le silence et la compétence. Ce que Louise n'avait pas calculé, c'était le troupeau. Les brebis du domaine de Bonne-Espérance étaient, pour tout observateur inattentif, simplement des brebis. Pour Louise, qui avait l'habitude de regarder les animaux avec l'attention que la plupart des gens gardent pour les êtres humains, c'étaient des personnages avec leurs propres histoires et des manières spécifiques d'être au monde. Il y avait une brebis plus âgée, à la laine grise avec une tache noire autour de l'œil gauche, comme si elle portait le vert d'une lorgnette, qui broutait toujours un peu à l'écart des autres sans être rejetée, avec cette autorité tranquille des matriarches qui n'ont pas besoin d'annoncer leur position. Il y avait un groupe de jeunes qui marchaient ensemble comme s'ils s'étaient mis d'accord par écrit avant de sortir. Et il y avait le bouc. Le bouc s'appelait lieutenant. Ce n'était pas le nom officiel donné par Alphonse, mais le nom qui avait surgi naturellement parmi les ouvriers et qui était resté parce qu'il était parfait. C'était un animal de taille moyenne, avec une laine épaisse de couleur paille et des cornes qui se courbaient sur le côté avec la gravité d'une autorité militaire. Il avait le tempérament de quelqu'un qui croit détenir un véritable grade. Il obéissait quand il le voulait, ignorait quand il ne le voulait pas, et considérait toute instruction comme une proposition ouverte à la négociation.
Les ouvriers l'admiraient avec cette proportion spécifique de respect et d'exaspération que les animaux difficiles provoquent chez ceux qui travaillent avec eux. C'est le lieutenant qui créa la première situation entre Louise et Alphonse. Le 3e jour de travail, Louise aidait à séparer une partie du troupeau pour l'enclos de quarantaine, une procédure de routine avant la tonte pour vérifier l'état de santé de chaque animal, quand le lieutenant décida qu'il n'irait pas. Il s'arrêta simplement au milieu du chemin entre le pâturage et l'enclos, planta ses 4 pattes avec la fermeté de quelqu'un qui a pris racine, et regarda les hommes avec une expression qui était celle de quelqu'un qui attend de meilleurs arguments. Les ouvriers qui aidaient essayèrent par la gauche et par la droite. Le bouc ne bougeait pas. Ils essayèrent de pousser, essayèrent de l'appeler avec une poignée de grains, essayèrent de lui faire peur. Le lieutenant resta immobile, comme une pierre couverte de laine. Louise, qui était de l'autre côté de la clôture à observer la situation avec cette attention calme qu'elle avait pour tout, resta silencieuse un moment en calculant quelque chose que les autres ne parvenaient pas à voir. Puis, elle marcha lentement jusqu'à l'entrée de l'enclos, s'accroupit de manière à être plus à la hauteur du bouc et resta simplement immobile. Elle ne fit rien d'autre. Elle n'appela pas, ne poussa pas, ne tenta aucune stratégie visible. Elle resta là en silence, regardant le lieutenant avec une attention calme et sans urgence, comme quelqu'un qui n'a aucun délai à respecter et qui est prêt à rester là toute la journée si nécessaire. Le lieutenant tourna sa lourde tête et la regarda. Il y avait dans ce regard l'évaluation sérieuse de l'animal qui décide si une situation est une menace ou non, si la personne de l'autre côté a une intention cachée ou est réellement ce qu'elle semble être. 30 secondes en silence. Le bouc fit un pas prudent dans sa direction. Louise ne recula pas d'1 centimètre. 15 secondes supplémentaires. Le lieutenant s'avança jusqu'à être assez près pour renifler la main qu'elle avait ouverte à la hauteur de son museau. Il renifla pendant quelques secondes, avec cette gravité de quelqu'un qui lit un document. Et puis, avec toute la dignité autosuffisante de quelqu'un qui prend une décision de son propre chef, et non sur suggestion de qui que ce soit, il entra dans l'enclos comme si cela avait été son intention depuis le début. Il y eut un silence dans la cour qui dura exactement le temps nécessaire pour que tout le monde digère ce qu'il venait de voir. Puis, un des ouvriers laissa échapper un petit rire admiratif. Toby, qui était de l'autre côté de la cour, frappa une seule fois dans ses mains avec la juste solennité. Et Alphonse, qui était arrivé sans que personne ne s'en aperçoive, et qui était appuyé contre le poteau de la barrière, les bras croisés, regarda cette scène avec une expression qui mêlait la surprise à quelque chose de plus compliqué à nommer, quelque chose qui ressemblait presque à un malaise, comme si cela s'était approché plus près qu'il n'était prudent de le faire et qu'il ne savait pas encore quoi faire de ce rapprochement. Louise se leva, épousseta la poussière de ses genoux, avec ce calme de quelqu'un qui a terminé une tâche ordinaire, et retourna à son travail comme si rien de spécial ne s'était passé. Alphonse resta appuyé sur le poteau encore quelques secondes, à regarder là où elle était allée. Puis il s'éloigna sans rien dire. Ce soir-là, Toby raconta l'histoire à la table du dîner des ouvriers avec la satisfaction de quelqu'un qui a assisté à quelque chose qui mérite d'être enregistré pour la postérité. Il dit que la jeune femme avait un don avec les animaux qu'il n'avait vu que 2 fois dans sa vie avant cela. La première fois, c'était avec un dompteur de chevaux qui était passé dans la région il y a 20 ans. La seconde, Toby s'arrêta là, mesurant le bord de ce qu'il s'apprêtait à dire, et recula avec le bon sens de quelqu'un qui sait où les histoires ont des clôtures qui doivent être respectées. Il compléta en disant seulement que c'était un don, et qu'un don ne s'apprend pas, que soit on est avec, soit on ne l'a pas, et que la jeune femme l'avait. Louise, qui mangeait à la table des travailleuses temporaires à quelques mètres de là, n'avait pas tout entendu, mais elle en avait entendu assez pour comprendre que le vieil homme s'était arrêté à un endroit spécifique, comme quelqu'un qui retire sa main d'un tiroir avant de révéler ce qu'il y a dedans. Elle le regarda du coin de l'œil. Toby fixait son assiette avec l'attention exagérée de quelqu'un qui fait un effort pour ne pas regarder ailleurs.
Louise ne demanda rien. Mais la phrase qui était restée en suspens l'accompagna jusque dans sa chambre. Dans les jours qui suivirent, elle commença à comprendre l'histoire de l'endroit de la manière dont on comprend l'histoire d'une ferme quand on ne pose pas de questions directement, mais qu'on reste attentif, par les commentaires glissés au passage, par les silences au bon endroit, par les objets qui racontent ce que les voix ne disent pas. Il y avait un portrait dans le salon principal qu'elle avait vu une fois, en passant par la fenêtre ouverte, alors qu'elle allait chercher un outil dans le hangar. Une jeune femme, à l'expression joyeuse, les cheveux attachés avec des fleurs, les yeux sombres, avec un éclat de rire à l'intérieur. Il y avait un chapelet en bois sombre, accroché à un clou sur le mur de la cuisine, qui était différent des autres, plus ancien, plus usé par l'usage répété et par des années de doigts. Il y avait une chaise à bascule sur la véranda que personne n'utilisait, toujours exactement à la même place, avec une couverture pliée sur l'assise, avec un soin qui n'était pas de la négligence, mais de quelqu'un qui l'avait laissé délibérément pour un jour qui ne venait plus. Marie-Estelle. Ce fut le nom que Louise entendit pour la première fois de la bouche de Géraldine, un après-midi où toutes deux épluchaient des pommes de terre pour le dîner, et où le silence était devenu suffisamment fertile pour des histoires. Géraldine dit à voix basse, avec cette façon de quelqu'un qui raconte une chose qui n'est pas un secret, mais qui n'est pas non plus pour tout le monde, que le patron avait perdu sa femme 3 ans plus tôt, d'une fièvre qui n'avait pas cédé, qui avait duré 3 semaines et emporté une femme que tout le monde dans la région disait être l'une des meilleures personnes ayant jamais vécu par ici, et que depuis, le domaine était le même, le travail était le même, mais que lui était devenu différent. Fermé, dit Géraldine après avoir cherché le mot juste, pas méchant, pas grossier avec qui que ce soit, car il ne l'avait jamais été, juste fermé. Comme une maison dont toutes les fenêtres ont des vitres mais dont aucune n'est ouverte. Louise écouta cela et resta silencieuse. Mais l'image resta avec elle le reste de la journée et entra dans la nuit avec elle et était là lorsqu'elle ferma les yeux. Cette image d'un homme qui avait fermé les fenêtres de l'intérieur. La clôture apparut pour la première fois un jeudi après-midi, une semaine après l'arrivée de Louise. Elle revenait du pâturage est où elle avait vérifié l'état des abreuvoirs avant que la tonte ne commence pour de bon, lorsque son chemin passa par un tronçon de clôture en bois qui était tordu et partiellement démonté. 3 piquets de travers, inclinés comme des ivrognes, appuyés les uns sur les autres. Les planches desserrées, le fil de fer du haut avec la mauvaise tension. C'était le genre de choses qui n'étaient pas tombées, mais qui étaient en passe de tomber, et qui, selon un vent plus fort ou un animal plus impétueux, finirait par terre la semaine suivante, par une question de chance. Louise s'arrêta. Elle resta un moment à regarder la clôture. Elle regarda autour d'elle, et il n'y avait personne. Elle avait des outils de base dans la sacoche qu'elle portait, des pièces qu'elle avait empruntées à l'atelier le matin pour vérifier les abreuvoirs. Elle aurait pu simplement avertir Toby qu'il y avait une clôture à réparer à l'est. C'était la procédure correcte. Mais il y avait quelque chose dans cette clôture tordue qui la dérangeait, d'une manière qui allait au-delà de l'efficacité. Une sorte de chose à moitié faite qui demandait à être conclue, comme une phrase qui a été interrompue avant le point final. Louise ouvrit la sacoche, sortit la pince et le marteau et commença à redresser les piquets avec la méthodologie de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. Elle était au milieu de son travail, avec un piquet replanté dans le trou et le fil de fer retendu, lorsqu'elle entendit des pas derrière elle venant du côté du pâturage. Elle se retourna. C'était Alphonse, avec 2 chiens autour de lui, faisant sa ronde quotidienne le long du périmètre. Il s'arrêta quand il la vit là, avec le marteau à la main et la clôture à moitié réparée. Il resta à regarder pendant une seconde, puis s'approcha et examina ce qu'elle avait fait avec l'attention de quelqu'un qui s'y connaît. Il resta silencieux pendant un moment qui était songeur. Louise dit qu'elle était passée par là en revenant des abreuvoirs et que la clôture était ainsi. Et qu'elle avait commencé à réparer avant de prévenir Toby parce qu'il semblait qu'elle ne tiendrait pas 2 jours de plus sans céder. Elle dit que
si elle avait mal fait, elle s'arrêtait. Alphonse la regarda, puis regarda la clôture, et répondit avec ce ton objectif qui était sa façon de dire qu'elle avait raison, que cette clôture était comme ça depuis le mois dernier et que lui-même avait oublié de la faire réparer. Sans plus de conversation, il prit l'un des piquets lâches à deux mains et le maintint fermement dans le bon axe. Il dit qu'il le tenait pendant qu'elle martelait. Ils travaillèrent ensemble pendant une vingtaine de minutes, sans beaucoup de mots. Le travail avait son propre rythme, ses propres instructions de gestes et de position, et tous deux étaient suffisamment expérimentés avec la ferme pour ne pas avoir besoin de conversation là où il y avait du mouvement. Mais il y avait quelque chose dans ce silence partagé qui était différent du silence ordinaire, une qualité spécifique que le silence possède lorsque deux personnes sont suffisamment à l'aise l'une avec l'autre pour ne pas avoir besoin de le combler. C'était un silence qui supposait un respect sans que personne ne l'ait déclaré. À la fin, quand la clôture fut debout et que la tension du fil de fer fut correcte, Alphonse frappa le dernier pieu avec le manche de la main et regarda le travail avec la satisfaction simple que procurent les travaux physiques bien faits, cette satisfaction qui n'a rien de la vanité, qui est pure constatation de l'ordre rétabli. Ensuite, il regarda Louise de côté et dit qu'elle faisait du bon travail. Ce n'était pas un compliment élaboré. C'était une constatation factuelle du genre qui semblait être le seul type qu'Alphonse Beaumont était capable de produire. Louise répondit par un merci qui avait la même mesure que ce qu'il avait offert, ni plus ni moins, et les deux poursuivirent leur chemin. Mais quand elle revint dans la cour et que Toby lui demanda ce qu'elle avait fait en plus de vérifier les abreuvoirs, et qu'elle répondit qu'elle avait aidé à réparer une clôture du pâturage est avec le patron. Le vieil homme resta figé une seconde, avec le manche de sa houe à la main, et hocha ensuite la tête avec un sourire minime qu'elle ne comprit pas complètement. Toby avait des sourires qui étaient des commentaires, et celui-ci était un commentaire qu'elle mit un certain temps à traduire. La tonte commença à la mi-mars, avec toute l'agitation que cette époque apportait au domaine de Bonne-Espérance. Les tondeurs spécialisés qui parcouraient les fermes de la région à cette période de pas. L'année arrivèrent à l'aube, avec leurs instruments et leurs coutumes établis. Il y eut davantage de personnel temporaire venant des fermes voisines. Le rythme de la propriété changea pour cette mécanique spécifique qu'impose la tonte, où chaque secteur dépend du précédent et où le retard de l'un compromet tous les autres. Les jours se remplirent de bruit et de décisions rapides, d'animaux bêlants, de cisailles bourdonnant, de voix se superposant au vacarme du travail. Et dans cet environnement de travail intense, où tout le monde était trop occupé pour prêter attention à ce qui n'était pas nécessaire et immédiat, quelque chose commença à grandir entre Louise et Alphonse avec la discrétion des choses qui ne s'annoncent pas. Ce n'était rien qu'on pût désigner à une autre personne en disant « Regarde, il se passe quelque chose ici ». C'était la façon dont lui, en passant par le secteur où elle travaillait, ralentissait légèrement le pas sans raison apparente, comme s'il y avait un détail dans ce secteur qui méritait une seconde d'attention en plus. C'était la façon dont elle, lorsqu'il y avait une décision à prendre dans son secteur et qu'il était dans les parages, allait naturellement dans sa direction au lieu de chercher Toby, avec le naturel de quelqu'un qui suit un protocole qu'elle ne se rendait même pas compte d'avoir établi. C'était une tasse de café qui un matin apparut à côté de l'endroit où elle faisait l'inventaire de la laine triée, sans que personne ne prétende l'avoir laissée, mais qui était chaude, juste comme il fallait, et avait la quantité de sucre qu'elle utilisait, ce qui était moins que ce que tout le monde ici utilisait. Louise regarda la tasse pendant un moment, avec une expression que personne n'était là pour voir. Ensuite elle but le café lentement, sans faire de commentaires, et retourna à l'inventaire. Ce fut Toby qui dit, un après-midi alors qu'il réparait un harnais à l'extérieur de la grange, et que Louise passait avec un ballot de laine triée, que le patron n'avait pas souri depuis, il ne saurait dire quand, tant cela faisait longtemps. Et que ce matin-là, il avait souri au bouc-lieutenant qui faisait une facétie là-bas dans l'enclos, ce qui en soi n'était pas une chose extraordinaire, mais que Toby jugeait digne d'être signalé,
car c'était la première fois depuis très longtemps que cela se produisait. Il dit cela en l'air, sans regarder Louise spécifiquement, avec le ton de quelqu'un qui pense à voix haute et n'attend pas nécessairement de réponse. Louise passa avec le ballot de laine sans répondre. Mais tous deux savaient qu'elle avait entendu. Les nuits au domaine de Bonne-Espérance avaient une qualité spécifique que Louise découvrait peu à peu. Après le dîner, quand le travail de la journée était terminé et que la fraîcheur des grands causes descendait sur la vallée avec cette douce morsure de froid que le plateau possède même lors des fins d'après-midi d'automne, les gens se retiraient tôt, car le lendemain commençait avant le soleil. Mais il y avait une demi-heure entre la fin du dîner et le couvre-feu, qui n'appartenait à personne en particulier, un intervalle que le quotidien laissait ouvert sans savoir qu'il le laissait. Louise avait l'habitude de passer cette demi-heure sur la véranda arrière de la vieille maison, sur un banc en bois qui faisait face à la cour. Elle ne faisait rien de spécial. Parfois, elle cousait un bout de tissu à la lumière de la lampe à huile posée sur le rebord de la fenêtre. Parfois, elle restait simplement assise à regarder la cour sombre, où les étoiles du plateau apparaissaient avec cette clarté excessive de ceux qui ont toujours vécu loin des villes. Et parfois, sans réfléchir, sans décider, elle se mettait à fredonner. Ce n'était pas une chanson que l'on pouvait reconnaître. Il n'y avait pas de paroles, pas de nom. Ce n'était la musique d'aucun endroit spécifique. C'était une mélodie qui sortait d'elle comme sortait sa respiration, inventée au moment même où elle était chantée, qui allait et venait avec l'humeur et le fardeau de la journée. Quand le travail avait été lourd et satisfaisant, la mélodie était ferme et rythmée, avec quelque chose de fier en elle. Quand la journée avait eu quelque chose de beau, un détail qui l'avait touchée d'une manière qu'elle ne savait pas dire exactement, la mélodie devenait plus douce, plus longue, avec cette qualité des choses qui ne veulent pas finir, parce que finir, c'est perdre le moment. Elle ne savait pas qui l'écoutait. Alphonse avait l'habitude de faire un dernier tour de la ferme avant de dormir, vérifiant les portails, passant par les enclos, écoutant l'état du troupeau, le genre de ronde qui devient une habitude lorsqu'on a la responsabilité d'une propriété pendant suffisamment d'années pour ne pas pouvoir aller dormir sans avoir vu de ses propres yeux que tout va bien. Ce chemin naturel passait à l'extérieur de la vieille maison, à une quinzaine de mètres de la véranda arrière. Et ce fut au cours de la 2e semaine de Louise à la ferme qu'il remarqua, en passant par là, lors d'une de ses rondes nocturnes, qu'une mélodie venait de la véranda. Il s'arrêta. Il resta à écouter dans l'obscurité, avec le silence du cause tout autour et les étoiles au-dessus. Ce n'était pas une chanson qu'il connaissait. Mais il y avait en elle, dans sa qualité, dans la façon dont elle montait et descendait sans hâte vers nulle part, quelque chose qui le fit rester immobile plus longtemps que nécessaire pour identifier ce que c'était. C'était une mélodie qui contenait en elle quelque chose d'honnête, le genre de choses que les gens produisent lorsqu'ils ne le font pour que personne ne l'entende, lorsque c'est juste pour eux-mêmes. Alphonse resta immobile dans l'obscurité de la nuit avéronaise, à écouter cette mélodie sans nom pendant quelques minutes, avec les chiens assis à ses côtés. Puis il reprit sa ronde plus lentement qu'il n'était arrivé. La nuit suivante, il passa à la même heure. La mélodie était là. Toby, le matin suivant cette 2e nuit, remarqua que le patron avait bu son café du matin avec une attention différente dans le regard. Le type d'attention de quelqu'un qui pense à quelque chose, qui se trouve au-delà de ce qui est devant lui. Toby ne dit rien. Mais il y avait dans son expression à ce moment-là la satisfaction discrète et contenue de quelqu'un qui voit une plante qu'il avait cessé d'arroser commencer à montrer une nouvelle feuille verte un matin où il ne s'y attendait pas. Ce fut un après-midi de pluie qu'ils eurent leur première véritable conversation. Pas la conversation de travail, pas la conversation de clôture ou d'animal. L'autre, celle qui arrive quand 2 personnes se retrouvent dans un endroit où la seule façon de passer le temps est de parler. La pluie arriva avec la vitesse que les pluies du plateau ont à cette époque de l'année, une accumulation de nuages qui passa du blanc au gris, puis au presque noir en moins d'une demi-heure.
suivi d'une pluie à grosses gouttes qui tomba d'un coup sans cette phase de bruine qui ailleurs annonce l'arrivée. Tous ceux qui étaient dans les champs à ciel ouvert coururent vers le hangar le plus proche. Louise et Alphonse, qui étaient dans le pâturage nord, pour vérifier l'état des abreuvoirs séparés du hangar principal par la cour ouverte, prirent le chemin de l'abri en bois près du grand abreuvoir. Une structure simple construite pour protéger les animaux les jours de fortes pluies. Ils arrivèrent tous deux légèrement mouillés, presque en même temps, et restèrent sous le toit de tôle qui amplifiait le bruit de la pluie à un point tel qu'il devenait difficile d'entendre sa propre voix sans élever le ton. À l'extérieur, le paysage prenait ce gris vert spécifique que seule la forte pluie produit, et l'odeur de terre mouillée montait du sol rouge, avec cette intensité presque corporelle que la terre possède quand il pleut après des jours secs. Ils restèrent silencieux un moment, tous deux regardant le rideau de pluie. Le silence était approprié mais n'était pas vide. Il contenait la conscience de deux adultes qui se trouvent dans un petit espace et qui savent que l'autre est là, sans que cela soit un problème ou un inconfort, simplement un fait présent. Puis Alphonse demanda, sans la regarder, si elle avait toujours travaillé dans cette région des plateaux. Louise répondit que non, qu'elle avait travaillé dans plusieurs parties du pays, et que la région où elle était née était différente de celle-ci, plus au sud-ouest, où la terre était plus sèche et fermée, et la rivière qui passait près d'eux était moins profonde. Alphonse demanda si l'endroit où elle était née lui manquait. Elle s'arrêta une seconde avant de répondre, ce qui était inhabituel chez elle qui parlait d'ordinaire sans détour, et dit qu'elle regrettait une odeur spécifique que cette terre d'enfance avait. Une odeur de fleurs jaunes mélangée à la fine poussière du sol qui n'existait nulle part ailleurs où elle s'était trouvée. Alphonse resta silencieux un moment. Puis il dit, toujours en regardant la pluie, qu'il y avait un vieux tilleul au fond du pâturage sud du domaine qui, lorsqu'il fleurissait, en juillet, permettait de sentir son parfum à 300 mètres contre le vent. Louise regarda son profil. Il regardait toujours la pluie. Il dit que si elle était encore dans les parages en juillet, elle pourrait le voir. Il y avait quelque chose dans cette phrase qui était trop simple pour être une déclaration et trop complexe pour n'être qu'une information géographique. C'était le genre de phrase que les gens font quand ils n'ont pas encore le courage de dire ce qu'ils veulent vraiment dire, et la phrase la plus sûre qu'ils parviennent à produire à ce moment-là contient quand même ce qui n'est pas dit. Tous deux restèrent avec cela en suspens entre eux, le son de la pluie couvrant le silence qui portait en lui une certaine lourdeur. Louise demanda si le domaine était ancien. Alphonse dit que oui, qu'il avait appartenu à son père, qu'il en avait hérité dans la vingtaine et l'avait transformé en ce qu'il était aujourd'hui. Il dit cela sans orgueil performatif, avec la simplicité de quelqu'un qui raconte un fait établi. Elle demanda s'il avait toujours élevé des brebis. Il dit que non, qu'il avait commencé avec du bétail comme tout le monde dans la région, mais que les brebis étaient entrées dans le domaine parce qu'un vieux couple d'éleveurs repartait vers le nord et avait vendu le troupeau à un bon prix. Ensuite, il avait découvert, dit-il, qu'il aimait les brebis d'une manière qu'il n'avait jamais aimée pour le bétail. Il y eut une pause au milieu de la phrase, comme quelqu'un qui choisit ses mots avec soin. Puis il dit qu'il y avait quelque chose chez elle qui était différent, que le bétail faisait confiance au troupeau, au collectif, et la confiance était diffuse, anonyme. La brebis, quand elle choisissait vraiment, vous choisissez vous. C'était personnel, c'était différent. Louise le regardait pendant qu'il disait cela. Elle ne se rendit pas immédiatement compte qu'elle le regardait depuis trop longtemps. Alphonse tourna la tête et leurs yeux se rencontrèrent de face. Aucun des deux ne parla pendant une seconde qui était pleine de choses non dites. Puis, elle dit qu'elle comprenait ce qu'il voulait dire, que c'était pareil avec les chevaux, qu'un cheval qui vous choisissait vraiment était une chose complètement différente d'un cheval qui obéissait simplement. Alphonse acquiesça de la tête, regardant à nouveau la pluie, mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture maintenant, une légèreté dans les épaules qui n'avait pas été là avant le début de la conversation. La pluie diminua peu à peu jusqu'à devenir une fine bruine.
Aucun des deux n'avait hâte de sortir avant qu'elle ne s'arrête. Ils restèrent. Et ils parlèrent davantage, de choses plus petites, de la façon dont la rivière claire se remplissait et devenait rapide après une pluie comme celle-ci, et dont le bruit qu'elle faisait arrivait jusqu'à la cour quand le vent était bon, de la différence entre la laine des brebis plus jeunes et des plus âgées, du type d'herbe qui poussait le mieux dans cette région du Causse, des choses sans importance apparente. Mais chacune d'elles était une brique posée avec soin sur la précédente, et quand la pluie s'arrêta complètement et que tous deux sortirent de sous l'abri pour retourner à leur travail, il y avait quelque chose de construit là qui n'existait pas avant l'arrivée de la pluie. Toby les vit revenir dans la cour séparément, chacun de son côté, avec la distance entre eux qui était adéquate et que tous deux avaient calculée sans se concerter. Il enleva son chapeau de paille rapiécé, se gratta la tête avec la satisfaction de quelqu'un qui voit un nœud se défaire lentement, et s'éloigna en sifflotant sous son nez quelque chose qui n'était pas du tout de la musique. Les jours passèrent avec ce rythme double qu'impose la tonte, la moitié du temps pressé et plein de décisions, l'autre moitié plus lente quand le travail d'un secteur attendait celui de l'autre. Louise s'intégra si naturellement au fonctionnement du domaine que les travailleuses des autres fermes, qui ne la connaissaient pas, allèrent jusqu'à demander à Géraldine si elle était d'ici. Géraldine, avec le plaisir de quelqu'un qui détient une information exclusive, répondait que non, qu'elle était arrivée depuis un peu plus de 2 semaines, mais qu'elle semblait déjà faire partie de l'endroit d'une manière qui n'avait pas d'explication simple. Il y avait une petite vérité dans cette observation qui était réelle sans être exagérée. Non pas que Louise se fût approprié l'espace en aucune façon. C'était plutôt la manière dont elle s'emboîtait dans les routines, sans créer de friction, savait presque toujours quoi faire sans avoir besoin qu'on le lui dise, avait cette compétence qui n'attirait pas l'attention sur elle-même, mais que le fonctionnement de la ferme ressentait lorsqu'elle n'était pas présente. Alphonse l'avait remarqué de la même manière que l'on remarque l'équilibre d'un lieu lorsqu'il est bien ajusté et que l'on remarque le manque lorsqu'il est de travers. Il y avait des nuits où il passait par la véranda arrière et la mélodie était là. Cette mélodie sans nom et sans parole qui avait commencé à exister pour lui de la même manière qu'elle existait pour elle, comme faisant partie de l'air de la fin du jour. Et il y avait des nuits où le silence régnait et la différence était perceptible d'une manière qu'il ne s'autorisait pas à examiner trop en détail. Ce fut l'une de ces nuits silencieuses, alors que la mélodie n'y était pas, qu'il s'arrêta à l'extérieur de la véranda et resta à regarder le banc vide dans l'obscurité pendant une seconde de plus que nécessaire pour vérifier ce qu'il y avait là. Ensuite, il tourna le dos et s'éloigna plus vite qu'il n'était arrivé, comme s'il fuyait une pensée qui avait déjà commencé avant qu'il n'ait donné sa permission. Il ne savait pas que Louise était partie plus tôt ce soir-là, parce qu'elle avait reçu une information qui l'avait troublée d'une façon qui nécessitait 4 murs pour être assimilée. L'information était venue de la bouche de Géraldine, avec cette ponctualité spécifique des nouvelles qui trouve la bonne personne au moment exact, et c'était la suivante. Que dans quelques jours viendrait au domaine Madame Édith Delorme, la belle-sœur du patron, sœur de la défunte Marie-Estelle, femme d'influence dans la région, et que Madame Édith amenait avec elle une jeune femme nommée Isabelle Perrier, fille de fermier bien placé, que la belle-sœur était déterminée à présenter au patron avec l'intention claire d'un mariage, et que l'affaire était prise au sérieux par toute la famille Delorme. Louise avait écouté cette information, avait dit à Géraldine qu'elle allait bien et était allée dans sa chambre. Et assise sur le bord du lit dans la petite chambre, avec la fenêtre ouverte sur l'arrière-cour, et le vieux figuier projetant son ombre épaisse même dans le noir, elle resta à essayer de comprendre pourquoi cette nouvelle l'avait frappée comme elle l'avait fait, comme son problème à elle, comme une chose qui l'affectait d'une manière qui semblait disproportionnée par rapport à ce que c'était, c'est-à-dire simplement une information sur la vie d'un homme qui était son patron et rien de plus. Elle resta sur le bord du lit pendant un long moment,
et ce qui fut sa dernière pensée avant que le sommeil n'arrive fut un avertissement qu'elle s'était déjà donné d'autrefois. « Tu n'as pas le droit de ressentir ce que tu ressens, Louise. Tu es ici de passage, comme tu as toujours été de passage en tout. Mais parfois, c'est exactement quand on se dit cela à soi-même que le cœur, avec tout l'entêtement de celui qu'on n'a pas consulté au bon moment, décide que non, que cette fois, non. » Ce fut le lendemain que Toby dit à Louise, au passage, de manière presque désinvolte, que Madame Edith arrivait après-demain, et il ajouta, avec cette voix de quelqu'un qui raconte et qui en même temps avertit que Madame Edith était une bonne personne au fond, qu'elle aimait sincèrement son beau-frère, mais qu'elle avait des opinions fermes sur ce qui était juste pour la vie de celui-ci, et que ces opinions ne coïncidaient pas toujours avec ce qu'Alphonse lui-même voulait ou pensait vouloir. Louise demanda si Alphonse savait qu'elle venait. Toby dit qu'il le savait, que c'était lui-même qui avait répondu à la lettre de confirmation. Louise demanda s'il avait invité la visite. Le vieil ouvrier resta silencieux pendant une seconde d'un silence qui équivalait à une réponse de grand poids. Puis il dit qu'Alphonse n'invitait pas et ne renvoyait pas, qu'il recevait simplement, parce qu'il était le genre d'homme qui préférait ne pas avoir de conflit avec celle qui avait aimé sa femme plutôt que de prendre parti. Même quand le parti devait être pris, Louise garda cela en elle. À la fin de la journée, lorsqu'elle se rendit sur la véranda arrière, la mélodie qui sortit d'elle fut différente des précédentes. Elle avait plus de poids, plus de lenteur, les notes s'étiraient et n'étaient pas pressées de se résoudre d'un côté ou de l'autre. C'était la mélodie de quelqu'un qui pense à quelque chose qu'il n'a pas encore fini de comprendre, mais à propos duquel il ne parvient plus à faire semblant de ne pas penser. De l'autre côté de la clôture, à une quinzaine de mètres dans l'obscurité du causse, Alphonse Beaumont s'arrêta au milieu de sa ronde nocturne et écouta. Il resta plus longtemps que n'importe quelle autre nuit. Et quand il repartit finalement, ce fut plus lentement que d'habitude, avec les chiens autour de lui et l'immense ciel au-dessus, les yeux tournés vers l'avant mais la pensée tournée vers un endroit qu'il n'était pas encore prêt à nommer avec précision, mais qui était là, réel et insistant, comme une porte à laquelle quelqu'un avait frappé et qui ne redevient plus jamais silence par la suite. Madame Edith Delorme arriva un jeudi matin dans une belle voiture de louage, tirée par 2 chevaux pommelés, avec Isabelle Perrier à ses côtés et une jeune fille qui servait de dame de compagnie. C'était une femme d'une 50aine d'années, grande, dont la présence occupait l'espace avec le naturel de quelqu'un qui n'a jamais appris à se faire petit et qui n'en a jamais eu besoin. Elle avait les cheveux blancs attachés avec sévérité, des vêtements de qualité mais sans ostentation inutile, et un regard qui évaluait tout autour d'elle avec l'efficacité rapide de quelqu'un qui administre beaucoup de choses et n'a pas de temps à perdre avec la superficialité. Isabelle Perrier avait 26 ans et était objectivement une belle jeune femme. Grande, avec des traits réguliers et quelque chose de gracieux au naturel, des cheveux couleur caramel attachés en une longue tresse, des manières polies qui n'étaient pas affectées mais qui étaient clairement le résultat d'une éducation différente. Elle descendit de la voiture avec une légèreté que Louise, observant depuis la cour, avec un ballot de laine à la main, reconnut immédiatement comme la légèreté de quelqu'un qui n'a jamais eu besoin d'économiser son énergie pour les jours suivants. Alphonse alla recevoir les visiteurs avec la juste cordialité de celui qui accomplit ce qu'on attend de lui. Il serra Edith dans ses bras avec une affection qui était réelle, car il y avait là une affection réelle. La belle-sœur de sa femme morte était un lien avec la vie qu'il avait eue, et il n'était pas assez ingrat pour ne pas le reconnaître. Il salua Isabelle avec une politesse bienveillante, et avec l'efficacité de quelqu'un qui préfère le travail aux visites, il appela un des ouvriers pour porter les valises et demanda à Toby de veiller à l'installation des hôtes. Louise retourna à son travail, mais quand, plus tard dans cette même matinée, elle traversa la cour et vit Madame Edith debout sur la véranda principale, observant l'activité du domaine avec ce regard qui répertoriait tout, et qu'elle sentit le regard de la femme se poser sur elle pendant une seconde, avec la qualité spécifique de quelqu'un qui établit des catégories et attribue des places,
Elle ressentit quelque chose qui n'était pas exactement de la peur. C'était quelque chose de plus vieux que la peur. C'était la reconnaissance de quelqu'un qui a déjà été évalué de cette manière auparavant et qui sait ce qui a l'habitude de venir ensuite. Dans les jours qui suivirent l'arrivée d'Edith, le domaine changea de température sans que personne n'ait besoin de dire quoi que ce soit explicitement. C'était comme quand un front froid arrive sur le plateau. On le sent dans l'air avant de le voir dans le ciel. Le dîner dans la maison principale se mit à inclure Edith et Isabelle, et le ton des repas changea pour quelque chose de plus formel, de plus posé, avec des conversations qui avaient un sous-texte que Toby, en servant à table, comprenait clairement et faisait semblant de ne pas comprendre. Alphonse s'asseyait en bout de table avec l'expression de quelqu'un qui est un bon hôte par choix conscient. Edith menait la conversation avec l'habileté des femmes éduquées pour cela, posant des questions sur le domaine, sur l'élevage, sur les projets pour la saison prochaine. Isabelle participait avec une intelligence bienveillante, et il y avait chez elle quelque chose qui ne correspondait pas tout à fait au rôle qu'Edith lui avait écrit, une sorte de distance par rapport à ses propres gestes, comme si une partie d'elle était dans cette pièce et une autre partie dans un tout autre endroit. Louise n'était pas conviée à ces dîners, ce qui était tout à fait normal dans la hiérarchie de la ferme et qu'elle ne remettait pas en question. Elle faisait son travail, dînait avec les autres saisonniers et prenait soin de ne pas apparaître là où elle n'avait pas été appelée. Il y avait cependant un moment précis de la journée, vers la fin de la matinée, lorsqu'elle passait par le couloir extérieur pour porter l'inventaire de la laine au hangar de stockage, où son chemin croisait inévitablement celui de la véranda où Edith s'asseyait parfois. C'est lors d'un de ces croisements que se produisit la première chose directe entre elles. Madame Edith était sur la véranda avec une tasse de café entre les mains, et quand Louise passa, elle l'appela par son nom, avec ce naturel de quelqu'un qui est en droit d'appeler. Louise s'arrêta, se retourna. Edith la regarda avec cette évaluation qui était plus rapide qu'elle n'en avait l'air, et dit qu'elle avait entendu dire qu'elle s'y connaissait beaucoup en élevage. Louise répondit que oui. Edith dit que c'était très bien, que le domaine était dans une bonne phase. Elle fit une courte pause qui était calculée, but de son café, puis dit, avec le naturel de quelqu'un qui se rend utile, qu'elle imaginait que Louise avait déjà prévu où aller après la fin de la saison en avril, et qu'elle-même avait des contacts dans des fermes du sud du pays qui avaient toujours besoin de main-d'œuvre fiable. Que ce serait dommage qu'une personne de talent n'ait pas de bonnes opportunités. C'était une offre d'aide ayant la forme d'une frontière soigneusement dessinée. Louise était trop expérimentée avec le monde pour ne pas reconnaître ce qui se disait sur les bords de ses mots. Elle répondit avec cette voix calme qu'elle utilisait pour les animaux difficiles, la voix sans urgence ni hostilité, qu'elle remerciait la considération de Madame Edith, qu'elle comprenait qu'elle venait d'un bon sentiment et que lorsque viendrait l'heure de décider de ses prochains pas, elle prendrait ses propres décisions. Elle fit la petite révérence de respect qu'exigeait le protocole et poursuivit son chemin avec ce pas ferme et non précipité qui était le sien. Edith resta à regarder son dos. Il y avait quelque chose dans la posture de Louise, dans cette démarche, qui n'était pas de l'arrogance, mais qui était clairement la posture de quelqu'un qui sait qui il est, qui la dérangea d'une façon qu'elle ne s'était pas attendue à ressentir. Cet après-midi-là, Toby trouva Louise dans le hangar de stockage et resta à côté d'elle un moment à arranger des ballots qui étaient déjà bien rangés, avec ce naturel de quelqu'un qui a quelque chose à dire mais préfère commencer par autre chose. Puis, il dit en l'air, comme quelqu'un qui pense à haute voix et n'attend pas nécessairement de compagnie pour sa pensée, que Madame Edith était le genre de femme qui, quand elle voulait quelque chose, allait jusqu'au bout jusqu'à l'obtenir ou jusqu'à avoir la certitude absolue de ne pas l'obtenir. Et que dans aucun de ces deux cas, elle n'avait l'habitude de le faire sans un mouvement plus ferme que le premier. Louise dit qu'elle l'avait remarqué. Toby acquiesça avec cette gravité de quelqu'un qui confirme un diagnostic. Ensuite, il dit, toujours en l'air, que le patron savait qu'elle était venue en voulant le mariage avec Isabelle. Et que le patron n'avait dit ni oui ni non,
ce qui pour lui, Toby, connaissant Alphonse depuis tant d'années, signifiait qu'il ne savait pas non plus ce qu'il voulait, ce qui à son tour signifiait qu'il y avait une possibilité pour lui d'arriver à le savoir, si quelqu'un ou quelque chose l'aidait à y penser avec plus de clarté que le deuil ne l'avait permis jusqu'alors. Louise resta silencieuse un moment. Puis elle dit que ce n'était pas son rôle d'aider qui que ce soit à penser à quoi que ce soit de ce genre. Toby convint aussitôt que non, ce n'était pas son rôle. Bien sûr que non. Et puis il ajouta, presque sans faire de bruit, que parfois les choses que l'on ne fait pas exprès sont les plus importantes que l'on fasse. Louise resta à regarder le vieil ouvrier. Toby ajusta le chapeau de paille sur sa tête avec le geste de quelqu'un qui clôt une conversation et sortit du hangar en sifflotant quelque chose sous son nez. La rencontre la plus inattendue de la semaine de visite eut lieu un matin où Louise alla chercher de l'eau au puits à l'arrière et y trouva Isabelle, faisant la même chose, ce qui était inhabituel, car les femmes de la position d'Isabelle n'avaient pas l'habitude d'aller chercher de l'eau seules. Isabelle la vit sans montrer d'inconfort. Elle dit bonjour avec ce naturel qu'ont les personnes véritablement éduquées, celui qui ne sépare pas la hiérarchie de la cordialité, et demanda si elle pouvait utiliser le seau d'abord, parce que le sien était resté dans la maison. Louise dit qu'elle le pouvait. Isabelle tira de l'eau, remplit une cruche en terre cuite, et alors, au lieu de s'en aller avec ce qu'elle était venue chercher, elle resta immobile près du puits, en regardant le plateau ouvert au fond du jardin. Elle dit que la vue était belle d'ici, que ces tons jaune-vert des grands causses possédaient quelque chose de différent de tout ce qu'elle avait vu dans d'autres régions. Louise fut d'accord. Il y eut un silence qui n'était pas inconfortable. Alors Isabelle dit, sans regarder Louise, que sa tante Édith pensait que cette visite allait changer quelque chose dans sa vie et dans la vie d'Alphonse. Louise resta silencieuse, attendant. Isabelle ajouta, avec cette honnêteté de quelqu'un qui est fatigué de peser chaque mot avec soin, qu'elle-même ne pensait pas que ce serait le cas, non pas par manque de bonne volonté d'aucune des parties, mais parce que certaines choses ne s'emboîtent tout simplement pas, peu importe l'effort que l'on y met, et que forcer l'emboîtement n'était une gentillesse pour personne. Louise la regarda. Isabelle tourna finalement le visage. Et il y avait dans ses yeux quelque chose que Louise reconnut immédiatement parce qu'elle-même l'avait porté pendant des années. L'expression de quelqu'un dont le cœur est engagé ailleurs et qui est là par devoir et par amour pour sa tante, non par son propre désir. Les deux femmes se regardèrent pendant un moment avec la compréhension silencieuse de celles qui n'ont pas besoin de tout dire pour être comprises. Puis Isabelle prit la cruche, dit que l'eau était bonne et fraîche, et s'éloigna avec cette légèreté que Louise avait remarquée à son arrivée, mais qui avait maintenant une qualité différente, plus réelle, plus honnête. Louise resta seule près du puits un moment, le soleil du matin réchauffant sa nuque et le plateau devant elle ondulant dans la chaleur avec ses couleurs d'or et de vert. Elle tira l'eau, remplit son seau et repartit en emportant une clarté sur quelque chose qu'elle n'était pas encore tout à fait prête à nommer, mais qui était arrivé à ce puits d'une manière qu'il serait difficile d'ignorer par la suite. Ici, je vais faire une pause pour vous demander, est-ce que cette histoire vous plaît? Si oui, laissez votre commentaire ci-dessous. Cela aide beaucoup la chaîne à continuer d'apporter des histoires faites avec ce soin pour vous. Maintenant, continuons, car cette histoire arrive à sa partie la plus importante. La semaine de la visite d'Édith fut aussi la semaine où la tonte entra dans son rythme plein, et il y avait là une sorte de providence, car le travail intense et physique était le meilleur endroit pour placer tout le trop-plein que l'esprit accumule lorsqu'il a des choses qu'il ne sait pas comment résoudre. Les mains pleines laissaient la tête plus tranquille. Alphonse était dans les enclos de l'Aube à la fin de l'après-midi, supervisant la tonte avec cette attention méticuleuse de quelqu'un qui connaît son métier sous tous ses angles. Les tondeurs étaient des professionnels expérimentés, mais chaque troupeau était différent, et Alphonse connaissait chaque animal du sien d'une façon qui allait au-delà de l'inventaire du propriétaire. C'était la connaissance de celui qui a vécu à leur côté. Il indiquait l'ordre des animaux,
la manipulation spécifique de chacun, ce qui partait en quarantaine, ce qui était prêt, avec l'économie de geste de quelqu'un qui n'a pas besoin de crier pour être compris. Louise avait été affectée au secteur du tri de la laine, un travail qui exigeait de l'attention et quelques connaissances techniques pour séparer correctement les qualités, et qu'elle accomplissait bien avec cette précision qu'elle appliquait à tout. Mais l'un des jours de plus grande affluence, lorsqu'un des tondeurs tomba malade en plein milieu de l'après-midi avec une fièvre soudaine, la main-d'œuvre manqua au moment le plus critique. Alphonse vint en personne au hangar de tri et demanda qui là-dedans savait manipuler les brebis pour le processus de tonte. Louise fut la première à répondre qu'elle pouvait aider. Il la regarda pendant une seconde, avec cette évaluation rapide qu'il avait, et puis lui dit de venir. Ils travaillèrent côte à côte dans les stalles pour le reste de l'après-midi. C'était un travail physique qui exigeait de la force dans les bras et de la fermeté dans les mouvements, tenir l'animal de façon à ne pas le blesser ni perdre le contrôle. Louise savait ce qu'elle faisait. Elle avait assisté à suffisamment de tontes pour avoir assimilé la technique par observation. Et ce qui lui manquait en pratique était largement compensé par cette relation qu'elle avait avec les animaux. À un moment donné, travaillant dans la même stalle, tous deux durent manipuler un animal particulièrement résistant en même temps. Et l'espace d'un instant, leurs mains se croisèrent sur la toison de l'animal. Ce fut rapide, ce fut complètement accidentel. Il n'y avait d'intention d'aucun côté. Mais Alphonse recula d'1 centimètre plus vite que nécessaire, et Louise ressentit ce recul avec une précision qui fut disproportionnée par rapport à la taille du geste. Aucun des deux ne dit rien. Le travail continua. L'animal fut tondu, mais la mélodie de cette nuit-là sur la véranda arrière portait en elle quelque chose qui était presque joyeux, presque anxieux. Cette qualité d'émotion qui ne sait pas encore très bien ce qu'elle est, mais qui sait déjà qu'elle est grande. Et dans le noir au-delà de la clôture, Alphonse resta immobile plus longtemps qu'il ne l'était resté lors d'aucune autre nuit, avec les chiens à ses côtés et le silence des grands espaces autour. Le lendemain matin, Edith fit le mouvement le plus direct de tous. Elle trouva Louise seule dans le hangar de stockage de bon matin, avant que le travail ne commence véritablement. Elle arriva avec sa tasse de café à la main et le pas délibéré de quelqu'un venu dans un but précis. Elle ferma la porte du hangar derrière elle avec un calme qui était le contraire de l'accidentel. Elle regarda Louise de face, sans les détours de la conversation précédente, et dit clairement qu'elle s'était rendue compte qu'il y avait quelque chose qui se développait entre elle et Alphonse. Louise ne dit ni oui ni non. Elle resta silencieuse à regarder Edith avec cette attention calme, attendant. Edith dit qu'elle comprenait que Louise était une femme travailleuse et honnête, et qu'elle ne le niait pas, qu'elle le voyait clairement. Mais elle dit qu'il y avait des choses à considérer, qu'Alphonse était veuf d'une femme qui avait été très spéciale pour toute la famille, qu'il y avait un lien entre la famille Delorme et ce domaine qui allait au-delà de la convenance sociale, qu'Isabelle était une jeune femme de bonne famille, avec de l'éducation, des biens, qui pouvaient apporter à la vie d'Alphonse une stabilité qu'il méritait d'avoir. Elle dit tout cela avec la conviction sincère de quelqu'un qui croit chaque mot qu'elle prononce, parce qu'Edith y croyait, et c'était cette partie qui rendait la situation plus complexe que s'il s'agissait d'une simple méchanceté. Ensuite, elle dit, à la fin, qu'elle avait pensé laisser une aide financière à Louise pour l'aider à trouver un autre poste. Qu'elle avait des lettres de recommandation qu'elle pouvait écrire, qu'elle avait des contacts dans de bonnes fermes du sud du pays. Elle laissa la proposition en suspens, comme on pose quelque chose sur une table. Louise resta à regarder Edith pendant un moment qui fut assez long pour créer un malaise que l'autre femme ne s'attendait pas. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle laissa le silence opérer avec cette patience qu'elle avait apprise avec les animaux difficiles. Puis elle dit, de cette voix qu'elle utilisait pour lieutenant, cette voix qui n'avait ni urgence ni hostilité, qu'elle remerciait la considération de Madame Edith, qu'elle comprenait que le soin qu'elle portait à Alphonse venait d'un sentiment vrai et qu'elle respectait cela. Mais elle dit aussi qu'elle n'irait nulle part sans l'avoir décidé elle-même, qu'elle n'avait rien fait de mal
et que tant que son contrat serait en vigueur et que le patron serait satisfait de ce qu'elle faisait, elle resterait où elle était. Edith la regarda. Il y avait dans ses yeux quelque chose de complexe, en partie de la frustration, en partie une sorte de respect involontaire qu'elle n'avait clairement pas prévu de ressentir pour quelqu'un dans cette position. Louise demanda pardon et sortit du hangar. La main qui ne tenait rien était légèrement fermée lorsqu'elle traversa la cour, mais son visage était complètement calme. Toby la vit passer et fit un pas dans sa direction, marchant à côté d'elle pendant une trentaine de mètres avant de bifurquer vers l'enclos sans dire un mot. C'était sa façon de dire qu'il avait tout compris sans avoir besoin de détails. Les jours qui suivirent furent d'une tension qui n'explosa pas, mais qui était présente comme l'électricité statique dans l'air avant l'orage. Edith circulait dans le domaine avec cette présence qui ne demandait pas de permission. Isabelle se promenait avec la légèreté de celle qui n'a pas hâte d'appartenir. Alphonse travaillait et jouait le rôle du bon hôte avec un effort qui apparaissait parfois dans ses yeux quand il pensait que personne ne le regardait. Et Louise travaillait avec son efficacité tranquille habituelle, sans montrer que quoi que ce soit eût changé. Mais cela avait changé. Ce qui avait changé était subtil, mais réel et croissant. Alphonse s'était mis à chercher. Pas avec une intention déclarée, pas de manière consciente, mais la façon dont ses yeux parcouraient la cour quand il entrait de quelque part, la façon dont, pendant les pauses de travail, il se déplaçait naturellement vers les hangars où elle se trouvait, la façon dont, quand elle disait quelque chose pendant le travail, il écoutait avec une attention qui était différente de celle qu'il accordait aux autres. Tout cela était perceptible pour qui voulait bien le voir. Toby voyait et gardait le silence sur ce qu'il voyait, avec la satisfaction contenue de quelqu'un qui assiste à quelque chose qu'il savait devoir arriver. Edith le voyait aussi, et c'était exactement cela qui la maintenait résolue dans sa mission. Isabelle le voyait et gardait le silence pour des raisons complètement différentes. Ce fut Isabelle qui, un après-midi où les deux femmes se trouvèrent seules dans la cour arrière, dit à Louise directement qu'elle avait compris toute la situation et qu'elle voulait qu'elle sache qu'il n'y avait de sa part aucune intention de compliquer quoi que ce soit. Elle dit que sa tante Edith aimait Alphonse à sa façon et croyait faire ce qu'il y avait de juste, mais que l'amour de belle-sœur n'était pas la même chose que de connaître le cœur d'une personne, et que parfois il était plus facile de voir de l'extérieur ce dont la personne a besoin que de voir de l'intérieur ce qu'elle désire. Et puis Isabelle dit, avec cette honnêteté de celle qui est prête à cesser de dissimuler, qu'elle-même avait le cœur ailleurs, avec un autre homme d'une autre région, et qu'elle était là parce qu'elle avait dit oui à sa tante sans avoir le courage de dire non, et que s'il y avait une issue honorable pour tout le monde, elle en serait reconnaissante du fond de l'âme. Louise regarda Isabelle pendant un long moment. Il y avait chez les deux femmes quelque chose de commun qu'elles reconnurent à cet instant avec une précision qui se passait de plus amples explications. Elles étaient deux personnes poussées par les attentes des autres dans des directions que leur propre cœur ne choisissait pas. Louise dit qu'elle comprenait. Isabelle acquiesça. Et les deux restèrent en silence un instant en regardant le vaste paysage, unis par cette solidarité spécifique de celles qui savent ce que c'est que de vouloir une chose, et de ne pas être sûres de pouvoir la dire. Cette conversation resta avec Louise tout le reste de la journée et entra dans la nuit avec elle. La mélodie de cette nuit-là sur la véranda fut la plus complexe qu'elle ait produite jusque-là, commençant par une chose et glissant vers une autre sans parvenir à se résoudre nulle part, comme une question qui n'a pas encore trouvé de réponse, mais qui ne parvient plus à rester silencieuse à l'intérieur de la personne qui la porte. Dans le noir de l'autre côté de la clôture, Alphonse écouta jusqu'à la fin. Quand la mélodie s'arrêta, il resta immobile dans l'obscurité pendant un temps considérable, avec les chiens à ses côtés et l'immense ciel étoilé au-dessus. Et il y avait sur son visage une expression que Toby, s'il avait été là pour la voir, aurait reconnue avec une satisfaction immédiate, comme l'expression de quelqu'un qui arrive au point où il ne peut plus nier à lui-même ce qui est en train de se passer.
Le moment où les choses changèrent pour de bon fut silencieux et presque fortuit, comme le sont beaucoup de moments qui changent tout de manière définitive. Alphonse était dans le pâturage sud en fin d'après-midi, vérifiant l'état du vieux tilleul qu'il avait mentionné à Louise lors de l'après-midi pluvieux. Ce n'était pas l'époque de la floraison, mais il y était allé quand même, sans un motif qui aurait eu du sens à être examiné avec trop d'honnêteté. Le tilleul était là, énorme et tranquille, ses branches nues attendant juillet avec cette patience des arbres qui connaissent le cycle et n'ont pas besoin qu'on le leur rappelle. Alphonse resta à le regarder avec le silence de celui qui arrive dans un endroit qu'il a lui-même choisi sans savoir exactement pourquoi. Il entendit des pas venant par le chemin du pâturage. Louise revenait d'une vérification des abreuvoirs et s'arrêta quand elle le vit là. Les deux se regardèrent pendant une seconde avec cette expression de quelqu'un qui a été surpris en train de faire quelque chose qui n'était pas prévu et qui ne sait pas comment l'expliquer sans l'expliquer de trop. Puis Louise regarda le tilleul et dit qu'il était grand. Alphonse dit qu'il avait une quarantaine d'années, qu'il avait été planté par son père quand le domaine commençait tout juste. Elle s'avança doucement jusqu'à être à côté de lui, tous deux regardant l'arbre avec le ciel de fin de jour en arrière-plan. Alphonse dit qu'en juillet, il devenait tout doré, qu'on aurait dit que le soleil avait décidé de rester dans un arbre au lieu de s'en aller vers l'horizon. Louise dit qu'il y avait une chose chez les tilleuls qu'elle n'avait jamais réussi à bien expliquer, une joie qui était presque triste. Le doré le plus beau, justement, quand les autres feuilles ne sont pas encore revenues, quand l'arbre donne tout avant d'être sûr de recevoir en retour. Alphonse tourna le visage vers elle. Elle regardait l'arbre. Il resta à observer son profil pendant une seconde qui fut suffisante pour dire tout ce qui se disait sans parole en cet après-midi-là. Puis il prononça son nom. Louise. Elle tourna le visage. Leurs yeux se rencontrèrent et il y eut dans cette rencontre quelque chose de différent de toutes les précédentes, de plus direct, de plus propre, comme lorsqu'une fenêtre qui était entr'ouverte depuis longtemps est enfin ouverte en grand et que l'air entre avec une honnêteté que la vitre ne laissait pas passer. Il dit qu'il savait qu'il y avait une situation dans la ferme qui n'était pas facile, avec Édith et Isabelle, et qu'il n'avait pas été juste de ne pas résoudre cela avec plus de clarté avant que cela ne devienne un problème. Il dit cela avec la franchise de quelqu'un qui raconte un fait, pas de quelqu'un qui fait un discours répété. Louise resta silencieuse, écoutant. Il dit qu'il y avait des choses qu'il avait évité de penser pendant très longtemps, et que parfois, ce qu'on évite de penser est exactement ce qui a le plus besoin d'être pensé. Et puis, il resta silencieux pendant un moment, la regardant avec cette expression d'un homme qui arrive jusqu'au bord de quelque chose, et qui cette fois reconnaît ce bord. Louise dit, avec cette voix calme qui était la sienne de toujours, qu'elle comprenait que c'était difficile, que perdre quelqu'un qu'on aimait était une chose qui ne se résolvait pas avec une date limite, qu'il n'y avait aucune obligation pour personne de ressentir ce qu'il n'était pas prêt à ressentir. Alphonse la regarda. Il dit que ce n'était pas une question de ne pas être prêt. C'était une question d'avoir peur de ce qui était prêt, ce qui était différent. Qu'une chose était de ne pas être encore arrivé, une autre était d'être déjà arrivé, mais de ne pas avoir le courage d'ouvrir la porte. Il resta ce silence entre eux, qui était à la fois plein et vide. Le genre de silence qui précède les choses qui changent le chemin. Le soleil descendait vers les montagnes avec ses couleurs de fin de jour que la région a, l'orange et le rose mêlés à l'horizon. Le vieux tilleul était calme et grand. Et tout le paysage autour était en suspens, comme s'il retenait l'air avant de le laisser s'échapper. Louise dit qu'elle allait retourner au travail. Elle se retourna. Alphonse dit, sans urgence, sans pression, simplement comme quelqu'un qui dit une chose vraie, qu'en juillet le tilleul allait fleurir et qu'il aimerait qu'elle soit encore dans les parages pour voir cela. Elle s'arrêta. Elle resta de dos pendant une seconde, qui contenait tout le poids d'une décision qui n'était pas encore prête. Puis elle dit que juillet était encore loin, et elle s'éloigna avec ce pas ferme qui était le sien, qui ne se pressait ni ne tardait, qui arrivait là où il devait arriver dans le temps qu'il lui fallait.
Alphonse resta près du tilleul à regarder là où elle était allée. Et alors, lentement, avec le sérieux d'une porte qui cède après avoir été longtemps fermée, quelque chose en lui qui était resté figé pendant 3 ans commença à bouger. Ce fut la nuit suivante qu'Edith alla plus loin qu'elle ne l'avait fait auparavant. Elle fit courir le bruit, au fil de ces commentaires discrets que font les personnes d'influence lors des visites et des conversations dans les bons cercles, que la travailleuse temporaire du domaine s'était comportée d'une manière inconvenante pour la position qu'elle occupait, qu'elle avait observé des choses qui n'étaient pas adéquates, que le pauvre Alphonse était trop bon et ne voyait pas ce qui se passait juste sous son nez. Ces mots trouvèrent les bonnes oreilles au bon moment et gagnèrent en parures et en détails à chaque bouche par laquelle ils passaient, comme c'est toujours le cas avec ce genre de propos. Louise l'apprit le matin du 3e jour après la conversation du tilleul, quand Géraldine arriva avec le visage de celle qui a une chose lourde à raconter et qui hésite à le faire. Elle raconta. Louise écouta tout sans interrompre, sans changer d'expression de manière perceptible. Puis elle dit qu'elle allait bien et alla dans sa chambre de la vieille maison. Assise sur le bord du lit, avec la fenêtre ouverte sur l'arrière-cour et le vieux figuier projetant son ombre au dehors, elle resta à regarder le bois du plafond pendant un long moment. Il y avait à cet instant une croisée des chemins qu'elle reconnaissait pour y être déjà passée. Le genre de carrefour qui se présente aux personnes de sa condition plus souvent qu'il ne serait juste. Le chemin de rester et d'affronter ce que les mots pouvaient faire à une réputation, ou le chemin de partir avant que les mots n'arrivent avant elle au prochain endroit. Elle avait emprunté le 2e chemin d'autrefois. C'était une stratégie de survie éprouvée. Cela fonctionnait en tant que stratégie. Cela coûtait une autre chose dont elle n'avait pas le nom complet, mais qu'elle ressentait comme une perte à chaque fois qu'elle partait ainsi. Elle resta assise à regarder le figuier. Le soleil montait dans la cour. Les oiseaux du plateau faisaient leur bruit du matin avec cette exubérance de ceux qui n'ont aucun problème. De loin venait l'odeur du café de la cuisine et le bruit des travaux commençant avec cette régularité qui dit que la journée n'attend pas. Et alors, Louise Charpentier prit une décision qui fut différente de toutes les précédentes. Il n'y avait en elle ni grandeur de scène, ni discours intérieur élaboré. C'était la décision silencieuse de celle qui décide que cette fois, elle va rester où elle est, non par entêtement et non par attente d'un résultat garanti, mais parce que s'en aller quand on traite injustement quelqu'un qui n'a rien fait de mal est une injustice qu'elle n'était plus disposée à se faire à elle-même, que l'heure était venue d'être la personne qui reste. Elle se leva, arrangea ses cheveux avec le morceau de tissu, mit ses souliers et alla travailler. Ce matin-là, elle travailla avec une clarté que les gens autour d'elle remarquèrent sans parvenir à la décrire avec précision. Il y avait en elle quelque chose de différent, pas de l'arrogance, pas de l'agressivité, mais une fermeté qui était nouvelle dans la manière dont elle apparaissait, ou peut-être pas nouvelle, mais plus visible, comme lorsqu'une chose qui a toujours été présente se retrouve finalement dans une bonne lumière. Toby la vit traverser la cour avec le ballot de laine et hocha la tête pour lui-même, avec la satisfaction discrète de celui qui reconnaît le moment où une personne décide d'être complètement qui elle est. Alphonse la vit au milieu de la matinée, passant par le pâturage avec un licou. Il s'arrêta. Elle passa avec ce pas qu'il avait appris à reconnaître comme étant spécifiquement le sien, ferme et présent. Il resta immobile une seconde après qu'elle fût passée avec quelque chose qui travaillait derrière ses yeux qu'il était impossible de lire de l'extérieur. Ce fut Isabelle qui, dans l'après-midi de ce même jour, alla trouver Alphonse dans les stalles de tonte et dit qu'elle avait besoin de lui raconter quelque chose. Il s'arrêta. Isabelle le regarda avec cette honnêteté directe qui avait surpris Louise au puits et raconta ce qu'Edith avait fait. Elle raconta sans drame, sans choisir de camp de manière spectaculaire, avec la précision nette de quelqu'un qui est fatigué de faire partie d'un scénario qui n'aurait jamais dû être écrit. Elle dit qu'elle comprenait l'amour de sa tante, qu'il était réel, mais qu'un amour qui contrôle ce qui arrive à une autre personne n'était pas différent de n'importe quel autre type de contrôle, même si l'intention était bonne.
Elle dit qu'elle-même était là parce qu'elle avait cédé à une pression à laquelle elle n'aurait pas dû céder et qu'elle s'en allait le lendemain matin, non pas parce qu'elle avait échoué en quoi que ce soit, mais parce qu'il y a des situations qui nécessitent de l'honnêteté pour bien se terminer pour tout le monde. Alphonse l'écouta avec cette attention qu'il réservait aux choses qui comptaient vraiment, sans interrompre, sans défendre ni attaquer. Quand Isabelle eut terminé, il resta silencieux un instant, puis il dit merci avec un sérieux qui dépassait le protocole de la politesse. Isabelle dit qu'il était un homme bon et qu'il méritait d'être heureux pour de vrai, et s'en alla avec cette légèreté qui cette fois était complètement réelle, la légèreté de celle qui venait de prendre une décision qui avait trop tardé. Alphonse resta seul dans la stalle vide un moment. Puis il alla chercher Édith. La conversation entre eux eut lieu dans le salon principal avec les fenêtres ouvertes sur la cour, et Toby, qui passait par l'extérieur, prit soin de ne pas écouter ce qui se disait, mais il put déduire au ton qui entrait et sortait avec le vent que c'était une conversation sérieuse entre deux adultes qui se respectaient profondément et qui étaient en désaccord de façon tout aussi profonde. Il n'y avait pas de cri. Ce n'était pas une rupture. C'était le genre de conversation difficile que seules les vraies relations parviennent à avoir, où l'on dit ce qui doit être dit sans détruire ce qui a été construit ensemble. Cela prit du temps. Quand cela se termina, Édith sortit par la véranda le visage fermé, mais sans les signes qui indiquent qu'un lien a été coupé. Alphonse resta seul dans le salon un instant. Ensuite, il alla chercher Louise. Elle était dans le hangar de tri, comme c'était presque toujours le cas à cette heure-là, travaillant de dos par rapport à l'entrée. Quand il prononça son nom, elle se retourna. Leurs yeux se croisèrent, et il y avait dans les siens cette attention qui était sa façon de véritablement écouter, sans anticipation, sans défense, simplement présente. Il dit qu'il avait appris ce qu'Édith avait fait. Il dit que c'était mal, et que cela n'aurait pas dû arriver, et qu'il était de sa responsabilité d'avoir laissé la situation en arriver là, sans l'avoir résolue avec clarté plus tôt. Il dit cela sans détour, sans élaboration superflue, avec cette franchise directe qui était sa façon d'être. Louise dit qu'elle n'avait rien fait de mal, et qu'elle le savait. Alphonse dit qu'il savait qu'elle le savait. Et puis il resta silencieux pendant une seconde, avec cette expression de quelqu'un qui arrive de nouveau au bord du précipice, mais cette fois avec l'intention claire de ne pas reculer. Il dit qu'il y avait quelque chose qu'il évitait depuis des semaines, et que le moment était venu de cesser de l'éviter, parce que certaines choses gardées trop longtemps perdent le moment où elles avaient besoin d'être dites. Il dit qu'il n'était pas un homme de beaucoup de mots élaborés, qu'il avait toujours préféré le travail à la parole, mais qu'il y avait une chose qui était vraie, et qui devait être dite avec la même honnêteté avec laquelle il faisait tout le reste dans sa vie. Il dit que la première fois qu'il l'avait entendu fredonner sur la véranda, il était resté immobile dans l'obscurité sans pouvoir bouger, et que c'était la première fois depuis longtemps que quelque chose l'avait fait rester immobile, ainsi, sans pouvoir s'en aller. Il dit qu'il pensait à elle avant de s'endormir et qu'il se réveillait en pensant à elle, et que la mélodie qu'elle fredonnait était tellement ancrée en lui que parfois il se surprenait à essayer de fredonner et qu'il ne savait pas quoi fredonner parce qu'il n'y avait pas de parole. Il n'y avait jamais de parole. Il dit qu'il ne savait pas si c'était beaucoup à dire d'un coup, mais que c'était tout ce qu'il avait et qu'il préférait en avoir dit trop que de garder cela plus longtemps en lui. Louise écouta tout avec les yeux fixés sur lui, et quand il eut terminé, il y eut un silence qui n'était pas celui du doute, mais celui de la personne qui reçoit quelque chose de grand, avec précaution, pour ne pas le briser. Puis elle dit qu'elle avait porté toute sa vie la sensation d'être de passage en tout, partout, dans toutes les fermes, dans toutes les relations qui avaient commencé et s'étaient flétries avant de s'affirmer. Elle dit que c'était la première fois que quelqu'un lui disait « reste » et qu'elle croyait vraiment que le mot avait le poids qu'il devait avoir. Elle dit qu'elle avait peur, que ce serait mentir de dire qu'elle n'en avait pas, car lorsqu'on a vécu si longtemps sans racines, la terre ferme effraie. Mais elle dit qu'elle était disposée à avoir peur avec lui,
s'il était disposé à avoir peur avec elle, parce que c'était la seule façon qu'elle connaissait de traverser les choses qui valaient la peine d'être traversées. Alphonse la regarda pendant un moment. Puis il dit que Marie-Estelle avait été l'amour de la première moitié de sa vie, réel et beau, et qu'il n'allait pas effacer cela parce que ce serait malhonnête et parce qu'il n'y avait aucune raison d'effacer ce qui avait été vrai. Mais il dit qu'il était en vie, et qu'être en vie concernait aussi la deuxième moitié de la vie, cette partie qui était encore tout entière devant eux. Et qu'il croyait, dit-il avec la voix de quelqu'un qui dit une chose qu'il n'avait jamais dite à personne à voix haute, que certaines personnes apparaissent quand on a le plus besoin d'une raison pour croire de nouveau à ce que le monde a de bon. Et que depuis qu'elle était arrivée, il y avait des choses dans le domaine et en lui qui étaient différentes d'une manière qu'il n'avait réussi à nommer que maintenant. Louise ferma les yeux une seconde. Quand elle les ouvrit, il y avait en eux quelque chose qui était nouveau à la surface, mais très ancien au fond. La chose qui avait été gardée sous le calme et la compétence et le pas assuré pendant toutes ces années de route. C'était une vulnérabilité honnête. C'était un espoir sans protection. C'était l'expression de quelqu'un qui, pour la première fois depuis très longtemps, choisissait de faire confiance au lieu de se protéger. Elle dit qu'elle restait. Ce n'était pas une promesse grandiose. C'était simple comme les choses vraies ont l'habitude de l'être. Mais cela portait en soi tout le poids d'une vie entière de départ arrivant à sa fin. Alphonse fit un pas dans sa direction. Et ce qui arriva ensuite fut le plus simple et le plus beau. Il prit sa main, seulement cela. Ses mains, qui s'étaient croisées par accident sur la toison d'une brebis quelques semaines auparavant, qui avaient relevé la même clôture au même rythme sans parole, se rencontrèrent volontairement cette fois, avec toute l'intention du monde, là, dans ce hangar qui sentait la laine et la terre. Ils restèrent ainsi, main dans la main, dans un silence qui n'avait besoin d'aucun geste de plus pour être complet. Maintenant, je dois vous demander une chose. Si cette histoire touche votre cœur, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne Contes d'autrefois. Maintenant, si vous n'êtes pas encore abonné, activez la cloche des notifications et laissez un commentaire pour me dire ce que vous ressentez, car cela réchauffe beaucoup le cœur de ceux qui font ce travail avec tant d'amour. Maintenant, continuons, parce qu'il y a encore beaucoup à raconter. Ce qui vint après ne se fit pas sans difficulté parce que les choses vraies le sont rarement. Édith n'abandonna pas d'un coup, comme les personnes de conviction forte abandonnent rarement. Elle resta 3 jours de plus au domaine, et durant ces 3 jours il y eut en elle un recueillement qui n'était pas une défaite, mais une réévaluation. Ce processus que les personnes fortes effectuent quand la réalité refuse de se plier à leur volonté et qu'elles doivent décider quoi faire de ce refus. Elle observait Louise avec une attention qui avait changé de nature. Ce n'était plus l'évaluation de l'adversaire, c'était quelque chose de plus proche d'une tentative de comprendre ce qu'il y avait à cet endroit qu'elle n'avait pas réussi à voir assez clairement auparavant. L'avant-dernier jour de la visite, Édith alla au hangar de tri et resta à l'entrée à regarder Louise travailler un moment avant d'entrer. Louise la vit mais n'arrêta pas ce qu'elle faisait, parce que s'arrêter aurait été créer une scène dont aucune des deux n'avait besoin. Édith entra, marcha jusqu'où elle se trouvait et resta en silence pendant un instant qui contenait en lui le poids de quelque chose en train de se décider. Ensuite, elle dit, sans préambule et sans détour, qu'elle avait fait des choses qui n'étaient pas justes. Elle dit cela avec la difficulté visible de celle qui n'est pas habituée à ce genre d'aveu, mais avec l'honnêteté de celle qui, lorsqu'elle décide de faire quelque chose, le fait pour de vrai. Louise arrêta son travail. Elle regarda Édith avec attention. Elle dit qu'elle reconnaissait que son attention envers Alphonse était réelle, que ceux qui aiment vraiment se trompent parfois en essayant de protéger, et que l'erreur et l'amour pouvaient se trouver dans le même geste en même temps. Édith resta à la regarder pendant un moment avec ce désarmement lent et parfois douloureux d'une personne rigide qui se rend compte que la rigidité a coûté un prix qu'elle n'avait pas calculé. Elle dit que Marie-Estelle l'aurait apprécié. Elle dit cela à voix basse, presque pour elle-même, les yeux fixés vers un endroit qui ne se trouvait pas dans le hangar,
un lieu de mémoire. Louise ne dit rien. Mais il y avait dans son silence une délicatesse qui était la réponse la plus juste possible pour ce moment. Edith sortit du hangar avec la même posture que toujours, mais avec quelque chose de différent sur les épaules. La légèreté spécifique de celui qui a posé par terre quelque chose de lourd après l'avoir porté plus longtemps qu'il n'était nécessaire. Toby, qui avait vu la scène par la fenêtre du hangar voisin, sans faire d'effort pour cela, enleva son chapeau de paille rapiécé et resta à regarder le bord pendant une seconde, comme s'il discutait avec lui. Puis il le remit sur sa tête